trop bu. On est déjà assis. Ok, parfait. Merci. Je vais la mettre. Non, Ça y est, c'est 2 pièces. Et tout à l'heure, il en sera question de victoire. Aujourd'hui, bonsoir, mesdames et messieurs les ministres, chers membres du jury, chers lauréats, chers anciens gagnants, et vous tous en vos titres et qualités, soyez tous les bienvenus pour cette 30e édition du prix de l'entreprise de l'année. Envie de rêver d'ambition, des jeunes rêves de des espoirs d'une passion. Faut pas se laisser aller, la vie est trop courte, jamais abandonner. Faut garder ça, dire que je n'ai pas le courage, c'est comme tout abandonner. Dire que je ne peux pas, comme allumer la chance qui m'est déterminée. Dire que je n'ai pas. Oui, édition exceptionnelle parce que ce soir nous allons célébrer en musique, on a déjà commencé, pour célébrer les 7 finalistes, 4 du côté de l'entreprise de l'année et 3 du côté de la scale-up de l'année, et les 30 vainqueurs qui ont marqué l'histoire de ce concours depuis sa création. Sur les 5 dernières années, il faut aussi que cette entreprise soit dirigée par des entrepreneurs actionnaires, et c'est essentiel pour faire le lien avec le concours mondial Entrepreneur of the Year qui met davantage l'accent sur l'entrepreneur. Et donc des entreprises qui sont détenues par des actionnaires publics, comme par exemple la Sonaca ou FNR n'ont hélas pas la possibilité de participer à ce concours. Et donc, sur base de cette base de données d'environ 1000 entreprises, on fait une sélection des meilleurs candidats à l'entreprise de l'année. On est davantage axé sur des critères qualitatifs comme l'innovation, le potentiel de marché, la technologie, l'ambition, l'équipe. Et donc c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi notre partenaire de concours BNP Paribas Fortis qui nous aide à aller chercher les candidats, tant du côté scale-up que l'entreprise de l'année. Et d'ailleurs, Benoît Mello notamment, qui s'implique chaque année avec moi à mes côtés, que je remercie, même s'il n'est pas là ce soir. Sa présidente, Mylène Latour, qui est administrateur de société, et à ses côtés un panel d'experts de secteurs variés, vous les voyez apparaître à l'écran. Alors avec engagement, indépendance, ils ont étudié en profondeur. Une des cofondatrices de GoVocal. Si je dois décrire la culture de GoVocal, je dirais passionné, ambitieux et vulnérable. GoVocal, c'est une plateforme pour de la participation citoyenne, donc on travaille. Si je dois décrire la culture de Leasing en 3 mots, je dirais performance, feedback et fun. Leasing est une société de leasing qui utilise uniquement des voitures d'occasion et qui a une plateforme 100% digitale. Nous sommes aujourd'hui Philippe Chevalier, le fondateur de Inside. J'ai apporté une longe pour symboliser la sécurité, parce que nous assurons que tous les patients dans un essai clinique aient leurs médicaments et nous assurons que tous les clients aient de l'électricité. Inside fait des modèles mathématiques pour aider les entreprises à faire plus avec moins de ressources pour avoir un monde plus durable. Qui relève chacune des défis d'actualité. Alors chacun dans son domaine, chacun à sa manière, mais toujours avec des technologies numériques qui ont permis vraiment de faire la différence, de bousculer les codes et de réinventer complètement leur secteur d'activité. Si je peux juste en quelques secondes mettre en évidence spécifiquement les défis de chacun, donc si on prend GoVocal, on est vraiment là sur un modèle de réinvention et de redynamisation du modèle démocratique. Ils utilisent leur plateforme pour permettre de réinventer la manière d'impliquer les citoyens dans les décisions au niveau local. Si on prend l'ISI, c'est une vraie réinvention et une dynamisation du modèle de l'ISI. Non seulement ce sont des voitures d'occasion, des voitures électriques, donc un modèle qui est circulaire, qui est aussi décarboné, puisque ce sont des voitures électriques,
Et ils font ça également avec des applications numériques qui leur permettent de réinventer leur processus pour optimiser et obtenir une excellence opérationnelle, ainsi qu'un service client qui est absolument admirable. Et enfin Insight, qui est le champion de l'optimisation, qui est connu en dehors de nos frontières, avec leur modèle mathématique sophistiqué de BAL. Donc on a vraiment des sociétés qui réinventent, qui relèvent des défis importants et qui font ça en faisant briller la Belgique et l'entrepreneuriat au-delà de frontières. Magnifique, il n'y aura qu'un seul gagnant. Concrètement, comment vous les accompagnez, ces jeunes entreprises prometteuses? Je vais essayer de répondre à la place de Stéphane Vermeer, qui est le patron de Corporate Banking, qui le connaît beaucoup mieux que moi. Je pense que notre mission, au début, c'est la même pour toutes les entreprises, c'est de s'assurer qu'on est à leur côté à chaque étape de leur développement. Naturellement, une scale-up a des besoins assez spécifiques, et donc c'est notre devoir d'y répondre, disons ça. Donc permettez-moi de faire 3 exemples de ça. Il y a premièrement un besoin d'un fonds de roulement qui est très important, qui est vital pour une société en croissance. Donc pour cette raison, on a une équipe Transaction Banking qui est un leader mondial qui peut proposer plusieurs solutions pour ces entreprises-là. Deuxièmement, une scale-up a besoin de l'oxygène, pas seulement l'oxygène à travers les crédits, mais également le capital. On a une activité assez rare en Belgique en private equity, en tant que banque, qui investit soit directement, soit indirectement dans des sociétés prometteuses. Et troisièmement, je pense Muriel te l'a cité, les scale-up belges veulent aller à l'international. Donc il faut les accompagner. On a une équipe Trade Development qui fait ça, qui est soutenue par une présence active dans plus de 60 pays. Donc avec ça, je pense que c'est 3 exemples qui illustrent que chez nous, plus étendons-nous pour aider les scale-up à conquérir le monde. Merci à vous. Inside, Maxime Serra, Solic. Voilà nos 3 finalistes, mesdames et messieurs. J'invite à la dynamique entrepreneuriale dans la partie francophone du pays. Pensez-vous que les années à venir seront plus difficiles pour ces entreprises ou au contraire qu'elles offriront de nouvelles opportunités? J'espère qu'elles offriront de nouvelles opportunités. J'en suis assez convaincu parce que c'est l'occasion de féliciter EY pour l'organisation de cette soirée, parce que l'esprit d'entrepreneur, on doit le soutenir, on doit le valoriser partout, tout le temps, que ce soit dans les écoles dès le plus jeune âge, que ce soit dans les entreprises, dans nos administrations, dans les médias. Je pense que c'est vraiment un élément très important. Et puis, vous savez, ces entreprises, ces scale-up, elles incarnent tout ce qu'on veut pour une Wallonie forte, une Wallonie prospère. On l'a dit, c'est l'audace, c'est l'ambition, c'est la créativité, c'est la technologie, c'est l'innovation, mais c'est aussi la taille humaine et l'équipe qui est derrière ces scale-up, on sait parfois dans des parcours exigeants, parce qu'il faut oser, il faut prendre des risques. Et voilà, moi j'espère avoir beaucoup plus de scale-up en Wallonie et dans l'espace francophone demain. On y travaille avec l'ensemble du gouvernement, parce que nous, les politiques, on doit créer cet environnement le plus entrepreneurial possible. Après, ce sont les entreprises, qu'on soit indépendant, qu'on soit TPE, PME, scale-up, grandes entreprises, peu importe, c'est elles qui créent la croissance, qui créent l'activité, qui créent l'emploi. Donc c'est l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui au quotidien créent cette activité, cette croissance et prennent des risques tous les jours, et donc les remercier et leur dire bravo. L'enveloppe, Monsieur le Ministre. Mesdames et messieurs, la scale-up de l'année 2025 est Lizzie. Derrière, sur lequel vous pouvez monter. Voilà. N'hésitez pas à monter sur le podium. Parfait. Je pense qu'on est ici, Scale-up de l'année 2025, parce qu'on est vraiment en train de changer notre industrie. Il y a 7 ans, il n'y avait aucune société de leasing qui touchait l'occasion.
Et aujourd'hui, tous les grandes sociétés de leasing se lancent. Il y avait même le CEO d'une des plus grandes sociétés de leasing au monde qui me disait qu'il était inspiré par le leasing. On est sans doute en train de changer une industrie gigantesque. si vous en avez encore d'autres en stock? Alors c'est une très bonne question. Il est évident qu'après cette chanson magnifique, on peut dire en tant qu'entrepreneur qu'entreprendre, c'est avoir des rêves et c'est aussi avoir de l'ambition. Et effectivement, l'année passée, nous, quasiment jour pour jour, on a vécu un rêve et un moment hors du temps, certainement, pour nous et pour nos collaborateurs. C'est un vrai moment intense. Mais ceci dit, ça a boosté nos rêves et certainement aussi encore notre ambition. Très bien. Des rêves qui sont devenus la réalité. Hein? Tout à fait. Très bien. Ok. Deuxième question. Ça va? En septembre 2024, vous êtes devenu CEO de Schneider. Et quelques semaines après, Schneider est devenu l'entreprise de l'année. C'est vraiment un succès personnel, mais je suppose... Succès rapide. Tout à fait. Mais je suppose qu'on peut dire que c'est aussi un succès pour l'équipe qui vous a précédé et pour la famille Schneider. Oui, tout à fait. C'est un succès évidemment pour le CEO précédent d'abord, qu'il faut aussi rappeler, Werner de Wolf, qui a mené les destinées de Schneider avec une équipe. Effectivement, c'est une satisfaction actionnaire également. Et puis c'est un élément un peu particulier, c'est que Schneider, bien qu'actif dans l'éclairage, nous sommes une société relativement discrète et nous n'avons pas l'habitude d'être sous les projecteurs, ce qui est un peu bizarre pour une entreprise dans ce domaine-là. Ouais. Donc là, forcément, nous étions sous les projecteurs. Ok, très bien. Bon, Schneider compte 2600 employés qui sont actifs dans 7 domaines. Comment ont-ils réagi à cette victoire? Alors je pense qu'il y a une fierté, on l'a dit tout à l'heure, des collaborateurs. Je pense que c'est d'abord à eux qu'on pense lorsqu'on reçoit un prix aussi. Je pense que le plus simple, c'est de dire toujours la même chose, c'est garder le cap, à savoir, il faut avoir une ambition et il faut travailler chaque jour, même petitement, parfois faire un tout petit peu marche arrière pour repartir mieux, mais c'est garder le cap. Et mon expérience personnelle, mais l'expérience des entrepreneurs, c'est généralement de dire la chose suivante, si vous, un peu comme un sportif, si vous vous entraînez et que vous travaillez toujours dans la même direction, vous allez devenir de meilleur en meilleur et vous allez aussi vous différencier. Et c'est donc ne pas hésiter de garder cette ambition, garder ce rêve et surtout l'appliquer. Absolument d'accord. Très bien. Voilà mon boulot, je trouve. C'est la question évidemment de ce soir. Quelle entreprise va succéder à Schneider? 4 entreprises en lice cette année pour décrocher ce prix prestigieux. On va les découvrir sous vos applaudissements. Il y a tout d'abord Eloi. Voilà. Mais je voudrais d'abord que vous vous applaudissiez, vous toutes et tous, parce qu'il n'y a pas que les 4 entreprises finalistes cette année. Il n'y a pas que 3 scale-up qui ont été mis en avant. Il y a toute cette énergie d'entreprendre qui est dans la salle, cette niaque de casser la baraque qui manque ou a parfois manqué en Belgique francophone. On a eu un problème très souvent avec l'ambition d'entreprendre et avec la fierté de réussir. Donc applaudissez-vous, à gauche de vous, à droite de vous, il y a cette niaque, il y a cet esprit.
suis sûr qu'on n'est plus très loin. Parce que côté flamand, demain, la salle sera pleine, vous comprenez? Donc l'année prochaine, on fait encore mieux des francophones. Parce qu'on le vaut bien. Bien. Passons à la suite. On va maintenant découvrir les 4 entreprises finalistes en procédant par ordre alphabétique. C'est encore le plus simple, jamais de contestation sur les critères. Et donc je vous propose à présent de faire connaissance avec la première d'entre elles, en images. Notre mission consiste à améliorer le quotidien en construisant des solutions utiles et durables. Et on veille à ce que chaque projet fasse sens pour nos collaborateurs, pour nos clients et aussi pour la planète. Vélo est un groupe familial actif depuis 60 ans dans la construction, l'environnement et la gestion des eaux. Nous souhaitons laisser une empreinte positive sur notre territoire pour les générations futures et continuer à inspirer par nos actes d'autres acteurs à aller dans la même direction que nous. La différence chez Éloi, c'est le fighting spirit qui règne ici au sein de l'entreprise pour améliorer les résultats, être performant, efficace au quotidien. Donc ce qui fait la différence, ce sont nos équipes. Chez Éloi, il y a une réelle envie de bien faire les choses, d'aller jusqu'au bout. Et ça se ressent au quotidien, dans les différents projets qui nous animent. Nos priorités tournent autour de 3 piliers, l'humain, la durabilité et la performance. Le défi chez nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. En fait, il y a vraiment un état d'esprit sur l'amélioration, l'envie de progresser, qui fait partie de notre ADN. On reste innovant, on reste ouvert et curieux. On teste de nouvelles idées, on expérimente, on fait des partenariats, mais surtout on garde des idées pragmatiques. Saisissez-vous de ce micro. David, bienvenue. Merci. Le clan Éloi. On parle du clan Éloi. Exact. C'est une famille, c'est un esprit, comment ça C'est une fonctionne? grande famille de plus de 500 personnes, donc oui, c'est un clan chez nous. Et vous co-dirigez ce clan avec votre frère et votre cousin. Comment on se répartit, Olivier et Pierre-Antoine, Pierre-Étienne, pardon, comment se répartit-on les tâches entre Éloi, chez Éloi? Assez naturellement, en fait, on a eu l'opportunité de rentrer à la même période, il y a un peu plus de 20 ans dans l'entreprise. On a fait nos Qui vous est remis par Charles Carlier d'EY. Il s'agit du groupe Louillet. Le voici en image. Notre mission est de faire vivre une expérience automobile exceptionnelle à nos clients et ainsi devenir leur partenaire de mobilité principal. Le groupe Louillet est un acteur majeur dans la mobilité, spécialisé dans la distribution automobile de marques premium et de marques de luxe. Ce qui distingue notre entreprise par rapport aux autres entreprises, c'est notre esprit familial. Nous nous efforçons de garder ce même esprit tout en grandissant. Nous nous battons tous les jours pour ne jamais devenir un groupe impersonnel. Notre mission avec le groupe Louillet sont claires, c'est de devenir la référence en mobilité premium et pour cela, nous mettons le service à la clientèle au centre de tout ce que nous faisons. Ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est de voir le sourire des clients à la reprise de leur véhicule. Devenu un acteur majeur dans la mobilité. Voilà, pour parler d'Éloi, on avait accueilli sur scène un Éloi. Laurent Louillet avec un L comme dans L Louillet. Hein, exactement. Bienvenue Laurent sur ce plateau, entreprise familiale ici aussi. C'est votre grand-père Léon qui a fondé l'entreprise en 1959 à Charleroi. On était à Liège il y a 5 minutes, maintenant on est à Charleroi. Il y a de l'esprit d'entrepreneur partout. Exactement. Vous l'avez fait grandir de façon spectaculaire, c'est qu'on va voir tout de suite sur ce tableau chiffré, qui dit assez bien les choses. Un personnel qui a fait x3 en 5 ans, un chiffre d'affaires qui a fait x4 en 5 ans, et un bénéfice, c'est pas sur le tableau, il a fait x30 en 5 ans. Vous avez décidé de faire passer Louillet dans une autre dimension. Quel a été le déclic? Excusez-moi, bonsoir à tous d'abord.
Mais le déclic, il se fait lors de la reprise de l'entreprise de la 2e à la 3e génération. Vous savez que la 3e génération est normalement celle qui peut aussi faire balancer la balance du mauvais côté. Mais on voyait effectivement de gros acteurs qui arrivaient sur notre secteur et on devait faire des choix. Et soit les choix étaient d'aller retrouver un de ces gros acteurs et développer avec eux le futur de l'automobile ou d'essayer de créer notre propre groupe. Et c'est la décision que nous avons prise, en tout cas avec les équipes, et nous avons tout mis en œuvre pour y arriver. Et ça se voit dans les chiffres. La voiture haut de gamme ne connaît pas la crise, Laurent Houillet? Ça, je crois que c'est un mot un peu facile. Non, l'automobile de luxe peut effectivement aussi avoir ses difficultés, mais un peu plus de stabilité que le reste des marques plus généralistes. C'est surtout une question de stabilité, oui. C'est un métier très changeant, j'imagine, l'automobile, avec l'électrification, le digital, la robotique qui s'investit partout. J'imagine que ça demande une adaptation de dingue pour tout le monde. Comment on fait pour ne jamais être en retard? Mais effectivement, ces changements, et c'est un peu ce qui font notre force. Déjà, il faut être dans les bonnes marques. On a la chance de travailler avec une marque principalement qui est ouverte à ce développement et qui travaille sur des multi-plateformes, donc qui peut s'adapter à la demande de nos clients, et ça, c'est déjà une grande force. On passe à la 3e, ça vous va? Eh bien, il s'agit de Stanley Stella. Et la voici en image. Notre mission est de pouvoir créer le plus de clients satisfaits et en plus leur donner un sens de responsabilité dans leur achat. Les activités de Stanley Stella sont la conception et la commercialisation de textiles, t-shirts, sweatshirts destinés à être décorés pour différentes applications. On a des convictions qui sont vraiment très très fortes. Le premier, c'est la satisfaction du client final. Et c'est un goal commun pour tous les départements. Le deuxième, c'est le côté durabilité. Quand vous vivez, vous avez des valeurs profondes. La sustainability, pour nous, c'est quelque chose de profond. Nous devons le faire. C'est aussi notre volonté de changer les choses. Il y a très peu de sociétés qui vont aussi loin que nous au niveau durabilité jusqu'aux matières premières. Je suis fière de Stanley Stella parce qu'il y a beaucoup d'authenticité. Donc quand on parle d'excellence, d'innovation, de durabilité, en fait, on ne le dit pas seulement, on le fait. Donc il y a vraiment ce côté authentique. Stanley Stella apporte un côté innovant au niveau de la production, de comment on fait les choses, avec ce côté durable. Il y a très peu de sociétés en fait, qui le font comme ça. Avec en même temps la conviction. Les deux éléments ensemble font pour moi que Stanley Stella mérite d'être l'entreprise de l'année. Jean Chabert. Mais je vais vous décevoir, vous n'êtes pas le premier à monter avec un hoodie sur scène. Je crois que Fabien Pincart avait déjà osé ça il y a quelques années. Normal. Bon, d'où vient le nom d'abord, Jean Chabert, Stanley Stella? Stanley Stella, il y a peut-être une explication, parce que Éloi on sait, Douillet on sait, Stanley Stella on ne sait pas. Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Stanley Stella a été créé par une agence de communication. C'est base d'un film que peut-être vous ne connaissez plus du tout, Un travail nommé Désir, où Marlon Brando portait durant le film un t-shirt qui, au départ aux États-Unis, était un underwear, un sous-vêtement. Il le portait comme un vêtement. Il s'appelait Stanley, et sa copine dans le film s'appelait Stella. Alors c'est comme ça que ça a été. Belle histoire. Ça va. Le cinéma, la culture, la croissance est clairement au rendez-vous chez vous, et c'est pas fini si j'ai bien lu l'écho récemment. Quelle est la clé de cette croissance? Ça vient d'où? Vous savez, la croissance est définie d'abord par un projet clair, simple, différenciant, et celui-ci a été créé il y a 12 ans et n'a pas changé depuis lors. Donc c'est de garder un cap, de s'entourer d'une équipe solidaire qui va vraiment s'imprégner de cette stratégie et la faire progresser. Cette responsabilité se retrouve sur l'ensemble de la chaîne des valeurs, depuis le fermier qui plante la graine de coton parmi l'ensemble des usines, la commercialisation, la logistique. Donc nous avons une responsabilité globale. Nous nous imprégnons dès lors par rapport à ça, en étant sur le terrain et accompagnant la transformation de cette industrie. Et on fait comment? Parce que bon, le coton, il n'est pas cultivé
sur le plateau du Hazel, par exemple. Vous savez, il y a différentes façons de cultiver le coton, il y a différents types de coton, il y a le traitement des fibres, il y a la teinture, tous ces éléments sont analysés par nos équipes et en collaboration avec l'ensemble des stakeholders, on a permis de pouvoir faire des investissements et de faire modifier, changer cette façon de créer, d'avoir une empreinte de carbone plus restreinte sur le marché. Et comment on fait après, en termes de marketing, en termes de positionnement sur le marché, pour exister dans un créneau où j'imagine il y a une concurrence de fou? Vous n'êtes vraiment pas le seul à faire des vêtements, mais vous parvenez à tracer votre sillon. Disons qu'on a l'habitude de travailler dans un secteur mondial. Nos concurrents sont des entreprises toutes cotées, des très grandes entreprises, plus d'une centaine d'années. Mais ils ont une philosophie qui est totalement différente de la nôtre. Et les 10 dernières années, nous avons eu en Europe la plus grande croissance comparativement à l'ensemble de tous les concurrents. Parce que justement, nous avons apporté quelque chose de nouveau et quelque chose qui a donné beaucoup plus de sens dans l'ensemble des collaborateurs qui travaillent avec nous et l'ensemble des stakeholders. Alors on a parlé de la durabilité de l'approche durable qui est la vôtre. Moi je m'inquiète. Juste pour ne pas la faire, je suis porte-garant de l'entreprise sur cette activité. On a des choix à prendre et ces choix sont toujours faits dans la même direction. Quel que soit, il y a eu la période Covid qui était une période excessivement compliquée pour tout le monde. Premier mois, nous avons fait moins 85% du chiffre d'affaires. Je peux vous assurer que nos coûts de production ont été doublés. Nous n'avons pas changé notre cap. Nous avons gardé la même philosophie, les mêmes valeurs, de dire voilà, nous devons continuer ce que nous avons fait, quelle que soit la situation que nous avons à assumer. Gardez le cap. Merci Jean Chabert et bonne chance pour ce qui se passe dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, Jean Chabert pour Stanley Stella. C'est venu des gens qui vous remettent Trasis, que je vous invite à découvrir maintenant en images. Notre mission, c'est d'aider à développer et puis à produire, à administrer des médicaments d'un genre nouveau qui permettent d'améliorer le soin du cancer. Chez Trasis, nous avons beaucoup d'amusement à créer des mini-laboratoires automatisés de production de médicaments qui sont utilisés dans le diagnostic et le traitement de cancer de manière très précise et avec des effets secondaires limités. Ce qui nous rend unique, c'est la diversité des talents nécessaires pour réaliser nos machines et nos objectifs. Il faut des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, évidemment toute une équipe technique par derrière. Une des priorités de Trasis qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'innovation. On initie et on... Je crois que la force est dans la liberté que nous avons de prendre des décisions que nous devons prendre, le faire rapidement et sans contrainte extérieure. Trasis est arrivé sur un marché qui était déjà occupé par ceux qui sont aujourd'hui leurs concurrents, et malgré ça, avec un positionnement stratégique qui est unique, on a su se positionner en tant que leader sur notre marché. Tout le monde connaît quelqu'un qui a ou qui a eu un cancer. Et donc pour moi c'est très important de travailler dans une entreprise qui combat le cancer. Par notre entreprise, nous souhaitons que le cancer soit mieux diagnostiqué et traité, qu'il ne soit plus synonyme de souffrance ou de décès. C'est le yin et le yang chez Trasis. Un sacré binôme, oui. Il y a vous, Gauthier, et puis il y a Jean-Luc Morel. Je me trompe si je dis que c'est lui le cerveau scientifique et vous l'ingénieur qui pousse l'affaire? En résumé. Je pense que nous sommes tous les deux de formation scientifique à la base. Et ce qui nous passionne, c'est en fait de trouver des problèmes et d'apporter des solutions technologiques. Avec l'expansion des maladies que la médecine nucléaire soigne, évidemment, ce marché est en expansion. Mais vous aussi, vous avez fait le choix de l'expansion en intervenant à plein de niveaux. Des produits, des équipements, des services. Il fallait jouer sur tous les tableaux, si je puis dire. Effectivement, donc c'est un marché de niche, des technologies quand même relativement avancées, nouvelles.
Et en fait, notre positionnement a été de pouvoir maîtriser l'ensemble des technologies qui permettent après de réaliser des produits et des solutions qui conviennent réellement aux besoins de nos clients. Et donc, c'était important pour nous de maîtriser ces technologies et puis après de les mettre en œuvre. Et donc, au sein de l'entreprise, nous avons la conception, nous avons la fabrication, nous avons le support après-vente, nous avons les affaires réglementaires, donc on a tout internalisé. Mais il y a des concurrents, grands noms sur ce marché qui est mondial. Comment on fait pour se frayer un chemin et se rendre indispensable, comme vous l'avez fait? Alors, dans notre cas de figure, il y a des concurrents, c'est par exemple General Electric ou Bayer. Je pense que, justement, on est dans un marché de niche. Le fait d'internaliser, de prendre toutes ces compétences nous permet de nous positionner de manière différente. Une grosse société qui a certainement plus de moyens, mais dans lequel la communication se fait peut-être moins bien. Et une grosse proximité avec nos différents utilisateurs, ça fait le job. L'histoire d'agilité. Alors, Trasis a été fondé il y a 20 ans à Liège. On y revient, on a fait toute une boucle wallonne et on retourne à Liège. Trasis a beaucoup grandi, comme on peut le voir d'ailleurs sur ce tableau qui résume un peu la trajectoire. Chiffre d'affaires fois presque 4 en 5 ans, les effectifs un peu plus que fois 4 en 5 ans. Le bénéfice, il n'est pas dessus, mais il a aussi fait x4 en 5 ans, c'est facile à retenir finalement. C'est proportionnel. Voilà. Les emplois aussi. Quelle est la clé de cette croissance finalement soutenue? Alors, donc en fait, de nouveaux produits, et donc c'est un deuxième axe de croissance qui justifie un peu notre succès. Et puis alors, nous avons développé un modèle économique où nous vendons des appareillages, c'est un peu comme les machines Nespresso. Nous avons les équipements qui ont besoin de consommables pour fabriquer les médicaments quotidiens. Ce sont des consommables que nous fabriquons nous-mêmes. Oui, c'est ça. Comment se rendre indispensable finalement? L'appareillage, puis après il faut le faire tourner avec vos propres produits. C'est ça. Bien joué. Et dans 5 ans, vous voyez où? Parce que là, on a vu le passé, mais la suite, ce serait quoi? Dans 5 ans, j'espère féliciter une entreprise Kellogg qui aura pris ma place au micro. Joli. En fait, on continue, on est relativement indépendant, Jean-Luc et moi-même, on vise sur le long terme et en fait, on aime innover et on a les moyens, donc on verra où on va. On verra bien, on y va en attendant. Vous êtes deux à piloter Trasis, on l'a dit. Vous, Gauthier Philippard et Jean-Luc Morel, vous détenez aussi quasi 100% du capital, très peu de choses près. Le conseil d'administration, eh ben, c'est vous deux, plus un administrateur indépendant. Chez Trasis, on aime la gouvernance ultra resserrée. Ça permet un gage de rapidité, de décision et beaucoup de flexibilité. Bien sûr, cette manière d'agir, de décider vite. Mais tout dépend à ce point de vous deux. Est-ce que ce n'est pas un facteur de fragilité à la fin? Oh, mais vous savez, tout ne dépend pas de nous deux. Hein. Nous travaillons avec un grand groupe, avec plein de collègues qui sont d'ailleurs ici dans la salle, nombreux. Et donc, ils font partie de ces cercles de décision. On a une structure que je veux le plus horizontale possible, où nous partageons l'information. Et donc aujourd'hui, si je suis là, mais c'est surtout leur travail. D'être l'entreprise de l'année. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais vous? Nous, personnellement, c'est un piège celui-là. En fait, je pense qu'on donne du sens. On donne du sens à nos employés. Nous travaillons aussi à développer l'innovation et la maîtrise et ramener de la technologie en Europe et en Belgique, et tout en nous déployant à travers le monde. Donc, on contribue réellement. Il y a des raisons. Bonne chance à vous et à tous. N'oubliez pas qu'on va partir avec ce trophée de finaliste qui vous est remis par Alexandre Sauvage, DY. Entreprise de l'année, c'est vraiment une consécration. C'est la reconnaissance pour l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des clients, des fournisseurs. C'est vraiment la reconnaissance d'un long travail et d'un succès. Le jury de l'entreprise de l'année, c'est un cocktail d'expertise, business, et d'expérience entrepreneuriale. Et ensemble, on cherche à trouver quel est le meilleur des candidats de façon indépendante. Et les 4 candidats étaient top. Chaque membre du jury reçoit des dossiers sur chacun des participants. Et puis nous avons l'occasion de les entendre, de leur poser toute une série de questions. Et puis finalement, il y a une délibération qui aboutit en général assez rapidement à un consensus. Ce
c'est un honneur d'être présent dans le jury et surtout de vivre l'envers de la scène, c'est-à-dire de comprendre le process de sélection des entreprises. Et puis aussi, c'est intéressant de découvrir des entreprises qui ont des qualités exceptionnelles et des pépites qui sont aussi des entreprises de demain. J'ai vu 4 histoires entrepreneuriales très dynamiques dans des secteurs très variés, avec des équipes managériales très aspirantes dans des secteurs d'activité qui représentent bien l'activité économique de notre région. J'ai trouvé les 4 finalistes très différents, dans des secteurs très variés, et chacun avec une histoire qui lui est vraiment propre. Ce que je recherche chez le lauréat, toutes choses égales par ailleurs, c'est une belle aventure humaine et surtout un fort impact sociétal. Je cherche une entreprise qui existera encore dans 15-20 ans parce qu'elle a une ADN très forte et capable de résister au contexte international. Pour moi, le critère le plus important, ça reste la valeur ajoutée, aussi bien en termes de croissance passée que de potentiel. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée, c'est ce qui résume le mieux, au-delà de l'aspect financier, la contribution de l'entreprise à la société. Je crois que c'est passionnant de pouvoir voir un dossier sans avoir vu l'entrepreneur et puis avec l'entrepreneur qui défend le dossier. Certains membres du jury ont totalement changé leur cotation en fonction de ça, d'autres pas. Et puis avoir cette discussion avec des profils très différents autour de la table pour arriver à la bonne décision. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une bonne décision. C'est vraiment extraordinaire d'avoir autant d'entreprises de qualité et d'avoir des débats difficiles pour quand même trouver un gagnant grâce aux membres du jury, très investis et très éduqués. Et on est ravis évidemment d'avoir pu trouver un gagnant. Des projets très différents, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Y a-t-il un dénominateur commun? Étonnamment, oui. Et c'est probablement une bonne chose. On a discuté avec les collègues du jury et c'est vrai que énormément de passion dans toutes les entreprises, une performance financière vraiment hors norme et soutenue sur plusieurs années. Et alors, de façon intéressante aussi, une ambition pour le futur, mais avec un chemin à suivre, avec une vision de ce que ça prendra de réaliser l'ambition. Ça, on retrouve chez tous les lauréats. Très bien. Le gagnant est dans l'enveloppe. On invite donc à présent pour désigner le grand gagnant de cette édition anniversaire. On accueille David Claraval, vice-premier ministre de l'Emploi et de l'Économie à nous rejoindre sur scène. Monsieur le ministre. Je voudrais vraiment féliciter les 4 entreprises. On a vraiment une cuvée extraordinaire. J'ai eu le frisson en voyant les chiffres, en voyant les présentations, vraiment impressionnant. Ensuite, la croissance, vous savez, on a besoin de croissance comme de pain dans ce pays. La croissance, c'est la croissance qui crée l'activité économique. C'est l'activité économique qui permet aux entreprises d'engager du personnel, de créer de l'emploi. Et c'est ce personnel qui permet aussi à l'État, au travers des cotisations, de pouvoir avoir une sécurité sociale qui soit une des meilleures du monde. Et donc, notre rôle au fédéral, c'est de pouvoir simplement soutenir ce phénomène, soutenir ce cercle vertueux. Ça passe par la compétitivité. On doit assumer, améliorer la compétitivité des entreprises. On va donc diminuer les cotisations sociales. On sait que c'est une charge énorme pour les entreprises. On va diminuer les coûts énergétiques avec la norme énergétique. On va simplifier un processus de simplification. On va aussi aider les entreprises à investir. Et c'est grâce à cela qu'on permettra que, tout simplement, les entreprises restent le moteur de notre économie et restent le moteur de la croissance. Et on pourra être, en conclusion, vraiment être très fiers de nos entreprises. Je crois que les 4 aujourd'hui sont magnifiques, mais le tissu économique belge, en général, a de quoi vraiment nous donner le sourire. Félicitations et bravo à toutes les entreprises. À vous à présent d'annoncer le grand gagnant. Je vais tenir le micro. L'enveloppe, laquelle de ces 4 entreprises sera désignée entreprise de l'année 2025 entre Elie, Louillet, Stanley Stella ou Tracis? Monsieur le ministre. Alors, mesdames et messieurs, l'entreprise de l'année 2025 est Tracis.
Libras et Marie-Laure Moreau de EY 2025. Tracis, mesdames et messieurs. Provoquer ce choix. Alors, je sais que chaque année, on dit que le choix a été difficile. C'est une formule de politesse, mais aussi le reflet d'une réalité sur la qualité des candidats. Je vais être tout à fait sincère pour discuter avec le ministre. Cette année, le choix a été particulièrement difficile, et je pense que les présentations que l'on a vues en font foi. Donc, très très difficile, je dirais, la différence, puisqu'il y en a une, visiblement, si on est arrivé à une conclusion. Dans l'histoire de Tracis, il y a cette dimension humaine sur la rencontre de deux hommes. Il y a aussi cette vision teintée d'innovation, mais il y a aussi une énorme ténacité à travers 2 décennies de, comme on l'a dit, dans d'autres cas, garder le cap, rester vraiment focalisé, avec une situation aujourd'hui où plus de 99% des ventes se font dans 60 pays hors Belgique, mais aussi un modèle où, comme on l'a évoqué, il y a une pérennisation des revenus de par un équilibre entre la vente d'équipements et de consommables, ce qui laisse présager de perspectives assez intéressantes en termes de durabilité pour l'entreprise. Merci. Merci à vous. Place aux gagnants. Vous avez le pupitre, les micros sont là et on vous laisse pour le petit mot du gagnant. Merci à vous. Gauthier Philippard de Tracis, mesdames. Qui est une affaire. Ben voilà, moi je ne suis pas particulièrement habitué à parler devant une telle assemblée avec d'aussi illustres prédécesseurs, je sais le faire de mon mieux. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, chers traciciens, je me rappellerai toujours que lorsque Marie-Laure nous a proposé de nous inscrire à ce concours de l'entreprise de l'année, j'étais entre le Chili et le Costa Rica, en voyage de reprise d'inspiration avec ma famille, et ce sont en fait les collègues et les employés qui ont décidé de participer à ce concours. Je crois qu'ils avaient envie de montrer leur travail, de le mettre en avant. Tous les jours, ce sont aujourd'hui, parce que là c'était les chiffres 2024, mais aujourd'hui nous sommes 450. C'est 450 femmes et hommes qui en fait se battent pour un monde différent dans lequel effectivement le cancer sera moins synonyme de souffrance et de décès. Et donc je crois qu'ils peuvent être fiers et joignez-vous à moi pour les féliciter. Marie-Laure, félicitations à toi et à tes équipes pour organiser un tel événement qui met en avant quand même l'entrepreneuriat et l'innovation. Vous avez longtemps espéré que Sa Majesté le Roi soit des nôtres. Voilà, nous aussi. Il est au Chili. Il est au Chili. Donc j'aurai l'occasion de pouvoir aller le saluer. Laissez-moi vous partager une anecdote. En 2015, en fait, Sa Majesté nous a invité à une visite d'État en Chine. Il avait invité une centaine de CEO, et je ne sais pas très bien pourquoi. Nous, à l'époque, on était encore tout petits, mais on a quand même été invités à se joindre à cette mission. Et en fait, ça a été quand même un voyage assez extraordinaire. J'ai pu découvrir que la Chine pouvait décider de fermer la place Tiananmen pour juste un convoi. On a pu rouler aussi plus de 400 km avec des routes fermées, rien que pour nous. J'ai pu aussi voir probablement le plus grand spectacle de Franco Dragon qui a été fait à Wuhan. Et pour Tracis, c'était aussi l'occasion de sa première vente et son premier distributeur chinois. Voilà, 10 ans après, aujourd'hui, nous pouvons vous annoncer que nous venons de racheter notre distributeur chinois et ce qui nous fait un site de plus. Donc nous sommes acteurs à Liège, à Grenoble, à Atlanta et en Chine également. Pour moi, cette anecdote, elle est importante parce que finalement, ça veut dire une chose, c'est que si on veut, on peut. La Chine peut décider de sa feuille de route. Nous pouvons aussi, nous, décider de notre propre feuille de route. Il y a moyen, en Belgique, en Wallonie, en Europe, de développer l'innovation et de ramener un tissu industriel qui est important. Et c'est là, mesdames et messieurs les ministres, que nous avons besoin de vous. Avec Jean-Luc, nous sommes convaincus que si nous voulons pouvoir faire vivre nos valeurs et protéger un peu la qualité de vie que nous avons ici, il est vraiment plus que temps que l'on fasse en sorte que l'industrie se redéveloppe en Europe
et que nous ayons une maîtrise technologique forte, et ce dans l'ensemble de nos secteurs. Voilà, moi je rêve, enfin nous rêvons, avec Jean-Luc, nous sommes deux, nous rêvons d'une Belgique et d'une Europe qui a une vision. Nous rêvons d'agenda court-termistes qui sont mis de côté au profit d'une vision commune. Nous rêvons aussi d'ambition pour la Belgique et pour l'Europe, un cadre propice dans lequel on peut réellement faire en sorte de faire de l'innovation et un cadre propice que nous pouvons également commercer. Et c'est vraiment fondamental. Je pense qu'ici dans la salle et partout en Wallonie et en Belgique, nous avons des entrepreneurs qui sont prêts à relever le défi, le challenge, et nous avons vraiment besoin de vous pour cela. Chers collègues de GoVocal, de Dizzy et d'Inside, félicitations pour votre engagement. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me réjouis de pouvoir vous voir tenir le micro dans mes temps. Mes chers collègues de chez Éloi, de M. Louillet, M. Chabert, évidemment, félicitations à vous. Quelle belle société vous avez. Marie-Laure m'avait dit, l'important n'est pas de gagner, mais de participer si on a envie de gagner. La compétition était certainement rude. La compétition était... moi, je me réjouis de voir des sociétés comme les nôtres. Et je n'aurais pas voulu être à la place du jury qui a dû départager entre 4 sociétés tellement différentes.